Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Le clip vidéo est viral depuis quelques jours. On y voit des personnalités allemandes, des acteurs, des chanteurs en train de se brosser les dents. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'autres personnes les ont imités. Derrière ce nouveau challenge sur Internet, le message est très citoyen. Voter, c'est comme se brosser les dents. Si tu ne le fais pas, ça sent vite mauvais. 360 millions d'électrices et d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin européen. J'en fais partie, et sans doute que vous aussi. Alors voici un épisode pour faire le point et peut-être vous aider à faire votre choix électoral en citoyennes et citoyens bien informés. On résume tout, voilà l'esprit du jour, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les élections européennes vues d'Allemagne. C'est parti. Bienvenue et juste ici peut-être une remarque. Le podcast avec un K n'est financé par aucun parti politique et autant que possible, il ne donne pas la parole à des personnalités politiques. Les think tanks ou les fondations avec lesquelles nous travaillons et échangeons sont des structures indépendantes. Cet épisode par exemple est produit avec le soutien de la fondation Robert Schuman, reconnue d'utilité publique et qui œuvre en faveur de la construction européenne. On est bien au cœur de notre sujet, puisqu'aujourd'hui on va revenir en détail sur la campagne allemande, mais pour mieux en découvrir les enjeux pour l'Europe, au-delà des frontières nationales. Et sans plus attendre, rentrons dans la discussion avec Eileen Keller, chercheuse au DFI. Bonjour Eileen. Bonjour Hélène. Tu viens de publier une note très détaillée pour comparer la campagne électorale en Allemagne et en France. Ton regard est donc particulièrement précieux. Pour commencer, peut-être une question assez simple. De quoi a-t-on parlé ces dernières semaines ici en Allemagne? Ou bien, si tu préfères, quels thèmes ont dominé la campagne? Lorsqu'on regarde l'actualité politique en Allemagne, bien évidemment, il y a des sujets qui sont en lien avec l'Europe. Donc, on parle beaucoup, par exemple, de la guerre en Ukraine, des questions de défense. C'est manifestement un sujet européen, mais le prisme principal, ça reste la politique allemande, c'est-à-dire la question, une énième fois, de savoir si, oui ou non, l'Allemagne doit fournir tel ou tel cet armement et l'utilisation. Donc, il y a des sujets qui sont en lien avec la politique européenne, mais ça reste une approche qui est beaucoup ancrée dans l'actualité politique allemande. C'est vrai aussi pour l'autre grand sujet qui est la migration, l'asile. Lorsqu'on regarde les sondages, en fait, c'est la première priorité numéro 1 pour les Allemands en ce moment. Donc, c'est un sujet qui est important pour les partis conservateurs, pour dire on est capable d'agir, pour démontrer une ligne claire envers les partis d'extrême droite. Eileen, si on reste sur l'aspect général de la campagne, est-ce qu'on a fait campagne de la même façon en Allemagne et en France? Il me semble que la personnalisation en France, elle est beaucoup plus forte. Donc, il y a beaucoup de débats, de tables rondes autour des têtes de liste. Donc, cette dimension-là, on a moins en Allemagne. Si je ne me trompe pas, il n'y a eu qu'un seul débat entre les têtes de liste allemandes à la télévision allemande. Mais en même temps, lorsqu'on se déplace en Allemagne, il y a les affiches pour les élections partout. Et puis, l'autre élément, et celui-là, il me semble important aussi, c'est ce qu'on appelle en allemand la Straßenkampagne, donc la campagne dans les rues, la rencontre entre les candidats avec la population, et donc là, forcément, tous ceux qui sont sur les listes, ils enchaînent les réunions depuis des semaines, donc là, je dirais qu'il y a quand même une campagne électorale qui est en cours. Oui, et cette campagne dans la rue, elle a été marquée par un climat d'agression, voire de violence, on en a déjà parlé ici. C'est le signe, en fait, des enjeux qu'il y a autour de ce scrutin, même si, il faut quand même le dire ici, dimanche, il y a aussi des élections locales au niveau des cantons, dans 8 Länder, donc 8 régions allemandes. Ça a sans doute un petit peu rajouté d'ailleurs les tensions, surtout dans les zones rurales. Mais Eileen, si on revient vraiment juste à la campagne pour les européennes, quel est, à tes yeux, le phénomène politique le plus marquant? Ce qu'on a pu observer, c'est pendant un certain moment une augmentation en parallèle des partis conservateurs, CDU, CSU, mais aussi de l'extrême droite. Et puis récemment, ce qu'on a observé au cours des 4 derniers mois, c'est en fait une baisse pour l'extrême droite, pour l'AfD, qui était supérieure à 20% à un moment, qui là est autour de 14%. Et c'est les conservateurs autour de leur chef de parti, Friedrich Merz, qui a connu une certaine augmentation. Et sur les enjeux européens, en fait, le
CDU s'affiche très clairement pro-européen et comme parti qui assume un héritage dans le processus d'intégration européen. Et là, en fait, donc ça, il y a clairement une dynamique positive. Oui, la CDU-CSU créditée d'environ 30% des intentions de vote dans les derniers sondages. Donc, sauf énorme surprise de dernière minute, les conservateurs sortiront en tête du scrutin dimanche soir avec 15 points d'avance sans doute sur les autres partis. J'ai une question, Eileen, sur le nouveau parti créé par une ancienne de l'extrême gauche, Sarah Wagenknecht, qui a quitté Die Linke à l'automne pour former son propre mouvement, qui porte d'ailleurs son nom, en attendant de trouver mieux. C'est le fameux Bündnis Sarah Wagenknecht, le BSW. C'est sa toute première participation à une élection, et donc moi je trouve qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Mais il est vrai que là, on observe une personnalisation auquel on est moins habitué. Dans le contexte allemand, lorsqu'on regarde le paysage politique français, forcément, ça arrive régulièrement qu'il y a des groupements, des partis autour de personnalités politiques de premier rang, mais dans le paysage allemand, ça fait plus nouveauté de voir un nouveau parti. Oui, et je me demande d'ailleurs si le phénomène politique, ce qu'elle représente vraiment dans l'espace politique allemand, n'est pas amplifié par le phénomène médiatique. Donc, lorsqu'on regarde les sondages, ce parti, il est autour de 6%. Il y a une partie des votes de Die Linke qui va perdre un peu de votes. Il y a aussi ce calcul dans le positionnement de ce parti pour essayer de mobiliser des électorats qui ont une tendance de voter pour l'AfD, avec un profil conservateur dans les questions, par exemple, comme les migrations. Donc là, ils ont un positionnement assez ferme, mais en même temps, ils partagent avec le parti du Link le programme social, les questions de redistribution. C'est pas évident comment positionner ce parti par rapport au clivage droite-gauche existant. Récemment, à Dresde, je discutais avec un jeune très engagé dans la lutte contre l'extrême droite et il me disait que Wagenknecht, c'était, je cite, une bénédiction malheureuse, parce que lui, il n'était pas dupe, pour lui, c'était du populisme, mais en quelque sorte, ça faisait baisser l'AfD. Alors justement, l'AfD, l'extrême droite, tu l'as dit, grosse chute dans les sondages depuis quelques mois. Le basculement, il a eu lieu en janvier, après l'enquête d'un collectif d'investigation qui a révélé que l'AfD avait participé à une réunion secrète avec des identitaires pour mettre en place un programme d'expulsion à grande échelle, y compris de ressortissants allemands d'origine étrangère. Ils appellent ça la remigration, et le terme apparaît d'ailleurs sur certaines affiches électorales de l'AfD. Ça avait provoqué d'immenses manifestations partout en Allemagne. On en avait fait un épisode en janvier. Et ce samedi encore, il y a un appel à des rassemblements contre l'extrême droite juste avant le scrutin. Est-ce que tu crois, Eileen, que cette prise de conscience collective, qui date de cet hiver, va vraiment changer la donne? Finalement, on a eu régulièrement des scandales autour de l'AfD, sans que cela ne freine sa progression. Là, 14, 15, 16% peut-être même dans les sondages, ce n'est pas rien. Bon, là, c'est quand même une multiplication d'actualités sur le parti qui montre quand même que ce n'est pas un parti comme les autres. Il me semble qu'en lien surtout avec les violences, les agressions physiques qu'il y a eu, notamment envers l'eurodéputé du Parti social-démocrate qui était agressé physiquement lorsqu'il voulait fixer des affiches de campagne et dont 2 des jeunes agresseurs étaient actifs dans les milieux d'extrême droite. Ça rappelle aussi le meurtre de Walter Lübcke en 2019 pour son positionnement pro-migration, accueil des réfugiés abattus devant sa maison. Donc je pense lorsqu'on prend tous ces éléments, il y a quand même, ça a marqué quand même les esprits. Je pense que ça laisse quand même des traces. Et lorsqu'on parle en France, et de la part du président Macron, du fait que l'Europe peut mourir, je pense qu'il y a eu en Allemagne cette réalisation collective que la démocratie aussi, elle peut mourir. Ouais, tu l'as dit, en ce moment, on a une multitude d'affaires autour de l'AfD, et notamment une cascade de scandales qui touchent directement la tête de liste du parti pour les européennes, résumé par David Philippot. L'été dernier, Maximilian Krah a été la toute première tête de liste désignée en Allemagne pour ces élections, une personnalité sulfureuse, proche des milieux identitaires, et au sein même de son parti, il y a eu dès le début des doutes sur le casting.
Un de ses collègues à Bruxelles parlait de lui comme d'une bombe à retardement et la campagne de celui qui est surnommé Mad Max a fini par exploser. Je ne dirai jamais que tous les 900 000 hommes qui ont porté l'uniforme SS étaient automatiquement des criminels. C'était pendant une interview donnée au journal italien La Repubblica, des propos que Maximilian Krah a qualifiés après coup de factuels et nuancés, mais qui ont provoqué le divorce avec le Rassemblement national de Marine Le Pen. Il est temps d'acter la rupture. Dans la foulée, l'AfD est exclue du groupe Identité et démocratie au Parlement européen et depuis, Maximilian Krah est en conflit avec la direction de son parti qui lui a interdit de faire campagne. Une tête de liste blacklistée, c'est du jamais vu dans l'histoire de la politique allemande. Mais il était déjà en fait en sursis. Son assistant parlementaire à Bruxelles est incarcéré, accusé d'avoir travaillé pour les services secrets chinois. Krah est également soupçonné d'espionnage et de corruption avec la Russie. Et le numéro 2 de la liste AfD, Petr Bistron, aurait aussi reçu des pots de vin de la main d'un oligarque russe. Mais pas de quoi effrayer le cœur de l'électorat AfD, selon le politologue Hans Vorländer. Cela leur passe au-dessus de la tête. Ils croient de toute façon à une conspiration contre l'AfD ou contre Krah. Mais je peux imaginer que des électeurs AfD pourraient se tourner vers le mouvement BSW, le parti de Sarah Wagenknecht. Le score du parti reste très incertain. Dans tous les cas, il ferait mieux que les 11% de 2019. L'attaque au couteau sur la place du marché de Mannheim et la mort d'un jeune policier qui s'est interposé pourraient amortir le choc d'une désastreuse campagne électorale. Aileen, je reviens vers toi. Est-ce que cette attaque islamiste à Mannheim va rebattre les cartes de cette campagne électorale? Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs, ça s'est passé vendredi 31 mai. Un jeune Afghan de 24 ans, débouté de son droit d'asile, s'en est pris à un militant d'extrême droite anti-islam qui s'apprêtait à faire un discours sur la place du marché. Puis l'assaillant a poignardé à plusieurs reprises un policier qui intervenait. Ce sont des images très choquantes qui ont circulé. Et évidemment, ça a eu un effet sur l'opinion publique. Oui, on va voir. À mon sens, les résultats qu'on aura le jour de l'élection, ça dépend aussi beaucoup du taux de participation. Si la mobilisation est faible, on peut s'attendre que l'AfD passe deuxième. Mais s'il y a une forte mobilisation, ce n'est pas exclu de voir l'AfD finir quatrième. Donc, c'est assez serré pour les sociodémocrates, l'AfD et les Verts. Les trois partis sont en effet tous dans la même fourchette dans les sondages, entre 13 et 16%. Autre événement fort dans l'actualité, il y a quelques jours, les très grosses inondations dans le sud de l'Allemagne. Beaucoup de dégâts, de destruction et une situation qui est encore difficile dans certaines zones de Bavière ou du Bade-Wurtemberg. Là aussi, est-ce que ça peut jouer au dernier moment dans le choix des électrices, des électeurs et par exemple profiter aux Verts alors qu'on sait qu'on a très très peu parlé de climat d'une façon générale pendant cette campagne? C'est vrai qu'avec les inondations, à chaque fois, ça rappelle que le changement climatique, c'est une réalité qu'on ne doit pas perdre de vue. Et c'est aussi, la réaction du chancelier qui a visité les inondations. C'est un de son messages clés de dire, là, il faut, à moyen terme, on n'a pas de choix que de faire en sorte qu'on évite un autre déchaînement climatique. Et donc, il ne faut pas perdre de vue l'engagement qui a été pris, y compris au niveau européen, pour combattre le changement climatique et de faire les adaptations nécessaires au niveau économique, mais aussi sociétal. Avant de te poser la dernière question, je donne quand même ici les chiffres des intentions de vote pour les libéraux, le parti FDP, très à la peine, à 4% seulement. Même si c'est moins le cas qu'en France, il y a sans doute un effet vote-sanction, qui est à attendre pour les trois partis de la coalition d'Olaf Scholz. À ce stade, ils sont tous annoncés en recul par rapport à 2019. Et si on les prend même tous ensemble, ils atteignent à 3 à peine le niveau des seuls conservateurs, autour de 30%. Pour finir, revenons, si tu veux bien, sur la visite d'État d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la campagne ici en Allemagne? Est-ce que ça a été une vraie impulsion ou bien au contraire un événement finalement à la marge que les électrices et les électeurs ne prendront pas en compte au moment de voter? C'est un élément dans le sens que, en fait, lorsqu'on regarde l'organisation des élections européennes, c'est chaque pays a ses listes, fait sa campagne électorale avec son personnel politique. Là, au moins, c'est une voix européenne d'un autre pays qui fait un plaidoyer fort. Et c'est quand même quelque chose qui a marqué, qui était visible publiquement, qui était transmis à travers les médias. Donc, c'est quand même
un rappel que les élections européennes, ce n'est pas un enjeu national, c'est une élection qui se fait en parallèle dans 27 pays et dont les enjeux sont quand même cruciaux. Merci beaucoup Eileen Keller pour ces analyses Inside Germany, mais comme tu viens de le dire, c'est important d'ouvrir la focale avec notre partenaire, la Fondation Robert Schuman, et sa directrice générale, Pascale Joannin. Bonjour. Bonjour Hélène. J'ai une première question très pratique pour débuter, parce que parmi les auditrices et les auditeurs du podcast, il y a évidemment beaucoup de Français qui habitent en Allemagne, mais aussi plein d'autres Européens un peu partout sur le continent. Bref, pour eux, est-ce que tu peux juste nous rappeler le mode d'emploi du scrutin? Qui vote, pour qui et où? Mais écoute, c'est une bonne question parce qu'en effet, c'est un des rares scrutins où quand on n'habite pas dans le pays dont on a la nationalité, on peut quand même exercer son droit de vote, mais ça suppose quand même qu'on soit inscrit sur les listes électorales, qu'on ait l'âge qui est indiqué. Alors, petite particularité de ce scrutin de 2024, en Allemagne, c'est que les jeunes de 16 ans pourront voter, alors qu'en France, c'est encore 18 ans. Et bien entendu, il ne faut pas être déchu de ses droits civiques. Mais donc, c'est assez simple. Si on est d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qu'on vit en Allemagne, qu'on y réside et qu'on est inscrit, bien entendu, sur les listes électorales et qu'on a plus de 16 ans et qu'on a ses droits civiques, on peut donc exercer son droit de vote. Oui, et dans ce cas-là, on est inscrit sur ce qui s'appelle la liste complémentaire du pays de résidence. Et ce pays de résidence, il communique les noms qu'il y a sur cette liste aux différents pays d'origine. Si bien que les électeurs et les électrices ne sont pas habilités à voter à ce moment-là dans leur pays d'origine. Alors par contre, et ça je viens de le découvrir, il y a un très gros flou en ce qui concerne les gens qui ont plusieurs nationalités. Figure-toi que maintenant que je suis devenue une citoyenne allemande, je suis sortie de cette fameuse liste complémentaire, et donc l'Allemagne n'a pas donné mon nom aux Français, indiquant que j'allais voter chez elle, et j'ai reçu 2 convocations électorales. C'est une particularité en effet des gens comme toi qui sont binationaux. Ils peuvent voter dans l'un ou l'autre pays, mais ils ne peuvent voter qu'une fois. Donc il faut choisir si tu vas voter en France ou si tu vas voter en Allemagne. Mais tu ne peux pas voter pour les deux. Et tu serais franco-allemande, mais vivant dans un pays tiers, tu pourrais aussi voter dans le pays tiers où tu habites, mais tu ne votes qu'une fois. Là où c'est très irritant, je dois dire, c'est que je vais être forcément comptabilisée comme abstentionniste dans un pays ou dans l'autre. Oui et non, parce que en même temps, tu as exercé ton droit de vote dans l'autre pays, donc c'est une abstention qui est obligée puisque tu ne peux pas voter 2 fois. Oui, ça ne me retire pas mon droit de citoyenne, et honnêtement, je ne pense pas que ce flou juridique a de quoi bouleverser le résultat général du scrutin, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de le noter. C'est le signe sans doute que la réalité européenne, elle va plus vite que le droit. Quand on a établi le code électoral pour tous les Européens il y a peut-être 40 ans, on n'avait pas autant de binationaux. Mais depuis, il y a eu Erasmus, les histoires d'amour, des déménagements, etc. Et peut-être il faudrait maintenant se pencher sur les règles pour éviter de mettre les binationaux, malgré eux, dans la case des abstentionnistes. On verra si ça change pour 2029. Mais revenons à nos moutons, en l'occurrence ce scrutin de 2024. Pascal, est-ce que la campagne allemande a intéressé les autres pays de l'Union européenne? Est-ce qu'on en a parlé? Alors, Hélène, je vais te décevoir, on n'a pas beaucoup parlé de la campagne européenne dans les autres États membres en France. Et je ne suis pas sûre que dans les autres États membres de l'Union européenne, on ait parlé de l'Allemagne dans cette campagne. La raison en est simple, c'est que c'est 27 élections qui se tiennent dans un cadre national. Et donc, on a en effet 27 élections, d'ailleurs, qui auront lieu entre le 6 et le 9. En France, on a parlé un tout petit peu de l'Allemagne une fois. C'est quand un parti français, le Rassemblement national, qui siège au groupe Identité et démocratie, a proposé d'exclure un autre membre de ce groupe, en l'occurrence l'Alternative für Deutschland, AfD, estimant que ce parti était sur une pente dangereuse pour l'image que le RN veut avoir d'un parti, on va dire, normal. On en a un peu parlé à ce moment-là, mais c'est bien le seul moment où on a parlé d'un autre parti politique qu'un parti français. Même pas du cas Ursula von der Leyen, j'ai lu que les 2/3 des Européens la connaissent. Je rappelle quand même que c'est la présidente de la Commission européenne et qu'elle souhaite garder ce poste pour les 5 prochaines années. Et donc elle est tête de liste ici en Allemagne pour les conservateurs de la CDU,
Qu'est-ce qu'on dit d'elle en France ? Alors son image est plus ou moins controversée en France parce que c'était la première femme à exercer cette fonction, qu'elle a été pédagogue, qu'elle parle français aussi, même si elle ne le parle pas souvent. Et puis il y a ceux qui sont contre parce qu'ils estiment qu'elle s'est mêlée de tout, qu'elle a essayé de tirer un peu la couverture à elle, quelquefois au détriment du Conseil européen. Mais on n'en a pas parlé dans cette campagne. Il faut dire que même ici en Allemagne, elle a mené une campagne en demi-teinte. Elle n'a pas participé par exemple au débat télévisé des têtes de liste. Et si elle est officiellement la candidate des conservateurs, CDU ici, Parti populaire européen au niveau des 27, eh bien elle ne figure sur aucune liste et même les affiches de la CDU sont assez discrètes à son sujet. Cela dit, elle reste quand même une personnalité politique importante. Ici en Allemagne, 3 fois ministre sous Angela Merkel tout de même. Et si j'ai parlé tout à l'heure du cas Ursula von der Leyen, c'est que là, elle a envoyé des drôles de signaux. Est-ce que tu peux nous expliquer cela ? Elle a laissé entendre qu'elle n'était pas contre de chercher des alliances ou tout du moins des accords avec un groupe qui s'appelle donc ECR, qui est présidé par Giorgia Meloni, qui dans une droite, on va dire, dure, est plus fréquentable que le groupe Identité et démocratie dont j'ai parlé tout à l'heure avec le Rassemblement national et jusqu'alors l'AFD, ou alors le parti de Geert Wilders aux Pays-Bas. Dans ce groupe ECR, il y a quand même le parti droit et justice polonais, le PiS, ou encore Reconquête d'Éric Zemmour. Quand on pense qu'Ursula von der Leyen, à un moment donné, a été présentée comme dauphine potentielle d'Angela Merkel, ça donne un peu le tournis. Alors il y a un mois, au congrès de la CDU, ici à Berlin, elle a posé les conditions d'une alliance avec elle au Parlement européen. Voici ce qu'elle attend de potentiels partenaires de coalition. Premièrement, un engagement clair pour l'état de droit. Deuxièmement, un engagement clair pour l'Ukraine et contre les crimes du Kremlin. Et troisièmement, un engagement clair en faveur de notre Europe. Pascal, en parallèle, on sait que l'Italienne Giorgia Meloni se fait courtiser par Marine Le Pen, qui a donc perdu les Allemands de l'AfD dans son groupe ID. Ursula von der Leyen ne se livre-t-elle pas là à un jeu dangereux ? Ursula von der Leyen a donné des conditions qui permettent d'avoir une partie seulement d'ECR, qu'elle estime fréquentable et pas tout ECR. Parce qu'elle n'a pas eu l'unanimité du Parti populaire européen au congrès de Bucarest, et notamment des Français du PPE, c'est-à-dire les Républicains. L'intégralité du groupe PPE ne votera pas pour elle. Même les libéraux, une partie des libéraux ne votera pas von der Leyen. Donc elle le sait, la dernière fois elle avait été élue de manière très 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 juste. Cette fois-ci, si elle veut essayer d'être élue plus confortablement, il faut qu'elle élargisse son socle et donc elle a besoin d'aller chercher quelques voix. Et si elle avait ne serait-ce que les Italiens de Meloni, ça lui suffirait. Bon, tout ça c'est pour l'après-scrutin. Il faut d'abord attendre qu'on vote et puis qu'on analyse les résultats, on verra ce qui est possible, quels seront les équilibres politiques pour les 5 prochaines années. Justement, Pascal, vis-à-vis de l'Allemagne, est-ce qu'il y a des attentes particulières des Européens pour cette nouvelle législature ? Alors, les attentes des Européens vis-à-vis de l'Allemagne, c'est toujours un sujet. On estime que l'Allemagne est un modèle, mais qui ne marche qu'en Allemagne. Et que en Europe, on a besoin d'une autre position. Sur la sécurité, clairement, ce sont les premières élections depuis la guerre en Ukraine. On a créé l'Europe en 1950 sur la paix, Schuman, Adenauer, de Gasperi. Et on a l'impression que sur ce sujet, l'Allemagne, même si elle a beaucoup évolué, a encore du chemin à parcourir. Et bien entendu, la France a une position particulière, l'Allemagne en a une autre, et donc il faut essayer de faire en sorte que dans cette législature, les Allemands participent. Gros dossier, très compliqué pour les Allemands en effet, on l'a bien vu pendant cette campagne, la question du soutien à l'Ukraine a beaucoup polarisé. Il y a 6 mois exactement, nous avions déjà échangé, toi et moi, dans le podcast, en se demandant de quoi la campagne serait faite. Tu te souviens, à ce moment-là, on était début décembre, en pleine crise du frein à la dette. Budget bloqué ici à Berlin, coalition dans l'impasse, etc. Et j'ai envie de dire que l'affaire n'est pas totalement réglée. Certes, on a dépassé les problèmes techniques, mais cette question de l'endettement, c'est encore et toujours un très gros tabou ici. Et même si en théorie les libéraux allemands sont les alliés d'Emmanuel Macron au Parlement européen, comment avancer ensemble sur le prochain budget européen ? Est-ce qu'il va falloir convaincre les Allemands de bouger ? On a, preuve à l'appui, besoin de faire plus en Europe
si on veut que l'Europe, justement, veuille dire quelque chose aux citoyens et que ce ne soit pas quelque chose réduit à des trucs techniques, normes, contraintes, etc. On a besoin de faire plus. Et on a besoin de faire plus pour résoudre un certain nombre de défis, la transition écologique, la transition numérique, la défense, la question migratoire, etc., etc. Et donc, si on continue avec un budget contraint, on ne fera pas grand-chose. Et donc, forcément, les gens se diront, mais que fait l'Europe ? Et on a un autre modèle qui est intéressant, c'est le modèle américain. Et le modèle américain, on voit une économie qui est beaucoup plus florissante que la nôtre, avec un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus fort que le nôtre, alors qu'on était quasiment à égalité. Et qu'est-ce que font les Américains ? Ce pays est endetté. Alors je sais bien que c'est un gros mot en Allemagne. Il ne faut pas faire des dettes pour faire des dettes, mais il ne faut pas non plus s'interdire de faire des dettes si ces dettes permettent de contribuer à une croissance de l'économie, à faire des choses qui permettront à l'Europe d'être plus compétitive. Et donc là, peut-être les Allemands doivent faire une introspection, puisque le modèle qui est le leur, peut-être marche très bien pour les Allemands, mais en Europe, il faut peut-être sortir un peu de ce cadre rigide de l'équilibre sacro-saint budgétaire. Qu'en est-il du franco-allemand ? Est-ce que la visite d'État a permis là aux deux vieux partenaires d'envoyer de bons signaux au reste de l'UE ? Mais je trouve que cette visite d'État que le président français a faite en Allemagne a des retombées très positives. Il y a eu plein de choses qui ont été faites tant avec le président allemand qu'avec le chancelier. Il y a des signaux, alors c'est pour l'instant des signaux, qui montrent que des avancées sont possibles. Le président, comme on l'attend, a pris des initiatives. Et je crois que les autorités allemandes ont compris un peu le message et sont prêtes à faire des avancées. Alors, il faut voir quelles avancées il va y avoir. Mais je trouve que le voyage a été plus que productif et positif. Est-ce qu'on peut voir là aussi peut-être un début de dimension européenne dans cette campagne ? C'est Eileen Keller là, qui nous le faisait remarquer il y a quelques minutes. L'Allemagne était en campagne, mais ce n'est pas une personnalité politique allemande qui est venue parler d'Europe. C'est un Français, c'est Macron. Est-ce que c'est le signe qu'on dépasse enfin les débats nationaux, ou bien est-ce que c'est moi qui suis encore un peu trop optimiste sur le sujet ? C'est la preuve que le besoin de dialogue franco-allemand est essentiel. C'était une visite d'État, donc c'était le nec plus ultra en termes de relations diplomatiques. On met les petits plats dans les grands, comme on dit. Il y a eu des pistes à la fois en matière de défense. On a également parlé d'économie et de budget, parce que c'est le nerf de la guerre, etc. Et d'avenir de l'Europe. Malheureusement, dans les campagnes nationales, on parle beaucoup de questions nationales sans évoquer forcément la dimension européenne de la question, qui est évidente, mais on la traite plutôt au niveau national, et on a des partis politiques qui veulent la traiter au niveau national. Et là, on a parlé un peu d'avenir de l'Europe. Si on veut avoir des avancées dans la prochaine législature qui s'ouvre, quel que soit le président de la Commission ou quel que soit l'accord politique qu'il y aura au Parlement européen, on aura besoin d'une France et d'une Allemagne fortes qui vont dans la même direction et qui regardent dans la même direction pour faire avancer un certain nombre de dossiers, pour que l'Europe continue à exister, à être une puissance et ne soit pas complètement distancée par et les États-Unis et par la Chine qui veut devenir la numéro 1 mondiale en 2049. Merci beaucoup Pascal Joannin de la Fondation Robert Schuman. Et pour finir, pas de minute K, parce que parler climat, c'est forcément toujours un peu parler politique, et que nous tenons à ce que cela ne soit pas vu comme une prise d'opposition pour qui que ce soit dans cette campagne. Je profite juste de ces dernières secondes pour vous soumettre une autre métaphore sur la démocratie, en écho à celle du brossage de dents au début. Une comparaison que je trouve très pertinente, et peut-être que d'ici dimanche, vous pourrez l'utiliser pour motiver vos proches à aller voter. Cette fois-ci, il est question de lessive. Laver son linge est désormais un acte tout à fait banal et ordinaire pour n'importe qui en Europe. Mais certains vont prendre des adoucissants, d'autres vont faire sécher leurs habits à l'air libre. Il y a ceux qui préfèrent des lessives bio, ceux qui trouvent qu'elles ne sentent pas assez bon. Mais au bout du compte, il n'y a pas de méthode parfaite. Et puis si on regarde les étiquettes de près, on voit bien que la lessive idéale n'existe pas. Mais jamais, jamais, personne ne va se dire que puisque c'est comme ça, plus question de laver son linge. Eh bien c'est pareil en démocratie, le bulletin de vote idéal n'existe pas, mais ne pas voter ou ne pas laver son linge, ce n'est pas une option, sinon ça sent vite très mauvais. Merci à toutes et à tous d'être restés à l'écoute. Notez-le, le podcast avec un K revient déjà dans une semaine, avec un épisode spécial pour analyser les résultats électoraux. Je m'appelle Hélène Cole avec un K, et je vous dis à bientôt. Bis bald!